1 minute 30, c'est beaucoup. Une vie, c'est rien. 1h30, c'est quoi? Être une fiction face à une autre fiction. Être des petits morceaux de film. Nous-mêmes, je suis un film. Alors de quel côté de l'écran est le film? Au Festival de Cannes, parfois, la salle est tellement spectaculaire que le film lui-même s'arrête pour regarder. C'est inouï d'être là. Ne rentrez pas chez vous ce soir. Bienvenue au 72e Festival de Cannes, tout simplement. Bonjour et bienvenue dans Nos Ciné Spécial Cannes épisode 2. Je suis David Honora et je suis ravi de vous retrouver à nouveau en direct du Festival de Cannes. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie d'Anaïs Bordage. Salut. Et puis, comme tous les jours pendant cette quinzaine, toutes les émissions en tout cas, Perrine Kenson en forme. Salut, ouais, pump it up, en forme. Bon alors, on vous le dit tout de suite, alors moi personnellement dans un effort de journalisme total, Gonzo. Je me suis rendu hier à la soirée que Daniel Andreev avait annoncée comme potentiellement la meilleure du festival, hein. C'était la soirée du film de Ledgely dont on va parler un peu plus tard. C'était dans une belle villa sur les hauteurs de Cannes. J'ai croisé Mathieu Kassovitz, pas mal des acteurs du film et tout ça. Ça s'est terminé aux alentours de 5 heures. Il y avait l'acteur qui fait Guada. Il n'y avait pas l'acteur qui faisait. Et ouais, donc j'ai bien fait de ne pas y aller. Non, il y avait l'acteur qui faisait le patron du cirque. Voilà, avec qui j'ai un peu rigolé. Ouais. Il n'y avait pas de lion du coup. Et il n'y avait pas de lion, j'en ai pas vu. Soirée pourrie. Ouais. Il y avait les petits gamins du film. C'était marrant. Et ça s'est terminé du coup aux alentours de 5 heures, c'est-à-dire il y a 3-4 heures, j'ai l'impression. Non, un peu plus que ça quand même, mais. Donc, en heure canoise, ressenti 3-4 heures. En ressenti, c'est dur. Et je vais être au ralenti et c'est pour ça que du coup je vais commencer par laisser Perrine nous raconter un peu les débuts du festival et puis parler notamment d'un certain John Carpenter. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Bah oui, ça y est, c'est officiel. Cannes a réellement démarré sur un petit air entre la musette et l'électro FM. Mais avant d'aller guincher, comme diraient les jeunes, ça a démarré sur les chapeaux de roue avec une montée des marches spectaculaire et une cérémonie retransmise en direct pour nous dans la salle d'à côté, parce qu'on n'a pas eu essai étrange d'ailleurs, Sésame pour le Théâtre Lumière, où Edouard Baird récitait la force du cinéma, divaguait sur Bill Murray et riait des problèmes techniques. The Dead Don't Die a enchaîné et on vous en parle dans 2 minutes, comme des Misérables et de Bakurao d'ailleurs. Mais avant ça, on a entendu ça. Also, are those of you in the balcony, are you being punished? Pour qui sont ces applaudissements? À qui appartient cette belle voix qui se moque des gens au balcon? À Big John, bien sûr. Récipiendaire d'un carrosse d'or pour l'ensemble de sa carrière, John Carpenter a donné hier une masterclass animée par Catel Kiléveré et Yann Gonzalez à la quinzaine des réalisateurs. C'était drôle, il y avait beaucoup de fuck them et pas mal de on s'ennuie, non? Mais surtout, il est revenu sur ses films et avec beaucoup de pudeur, il s'est un peu raconté. Humble ou simplement loin de l'envie de s'épancher, il a aussi beaucoup parlé d'autres réalisateurs tels que Dario Argento, Howard Hawks, George Romero ou encore Tobe Hooper et en a shadé quelques autres, discrètement, comme David Cronenberg. On a eu l'occasion rare d'écouter un homme dont le moment préféré dans la réalisation d'un film est la fin, quand il n'y a plus rien à faire. Big John étant réalisé Lazy Johnny, mais il est surtout très drôle. On vous en remet un petit coup où il parle de la fin de The Thing et comment il a eu ce qu'il voulait, puisque c'est bien là que réside tout ce qui compte pour lui, la liberté de faire ce qu'il veut. They thought, oh, okay. And so I shot it. And then everybody came around and started, well, why don't we? So we tested it. It was tested when the movie was cut, so there was no discussion in snow. That was gone. It went from Kurt Russell blowing up the one monster to him coming and sitting quietly by himself in the snow. And they thought that was going to be a heroic ending. The ratings didn't change. It was, the whole movie is dark and depressing and about the end of the world. You can't, changing the ending doesn't make it different. So we put it back the way I wanted it. La journée a continué dans la joie et l'alcool, car Cannes, c'est aussi beaucoup
de libation entre l'eau, le café et l'alcool, soit les trois étant la sainte trinité de la survie canoise. Parfois, on prend le temps, on s'arrête et on arrête de commenter un petit peu ce qu'on a vu pour mieux regarder la mer et le beau temps, car ça fait plaisir à Daniel Andreev. Il fait beau pour l'instant. Et on court à nouveau en projo ou sur la piste, où hier, tous vos chroniqueurs ici ont brillamment et vaillamment donné de leur personne, voire pris des risques inconsidérés comme moi, personnellement, qui me suis pris mon verre de rosé dans l'œil. Voilà, c'est ça le danger de Cannes. La tuile. Donc je vous laisse avec un extrait de ce sur quoi nous nous sommes agités hier soir. Clairement, We Are the 90s. Allez, see you dans 2 jours. Eh oui, bah c'est difficile, faut se mettre au rythme. Dit-il avec toute la David douleur se du réveille. monde. Donc, alors aujourd'hui, on va parler en particulier de 2 films en compétition. Donc, Les Misérables de Lajli, comme tu l'as dit, et puis Bacurau de Kleber Mendoza Filho. Et avant, on va juste dire, on va parler très rapidement du film de Jim Jarmusch, sur lequel on avait des attentes un peu modérées. C'est aussi un film en compétition, donc qui a fait l'ouverture, un film de zombies par Jim Jarmusch avec un casting plutôt alléchant. Et en fait, on s'est quand même beaucoup ennuyé. Anaïs, t'en as pensé quoi ? Complètement. En fait, les attentes quand même étaient un petit peu élevées parce qu'on se dit Jarmusch, film de zombies, on est vraiment curieux de voir ce que ça va donner. On espérait que ce serait un peu moins chiant que son film sur les vampires, Only Lovers Left Alive. Manque de bol. Manque de bol, c'est assez chiant. On retrouve en fait ce qui fait la beauté des meilleurs films de Jarmusch, c'est-à-dire le rythme un peu méditatif et la répétition dans beaucoup de scènes, beaucoup de répliques, tout ça. Sauf que là, ça fonctionne pas très bien. Il y a vraiment un sentiment de réchauffer, en fait. Moi, j'ai trouvé pendant tout le film. J'avais l'impression d'avoir déjà vu ça. Il y a beaucoup d'humour méta, qui est un peu le truc en vogue. Déjà, qui est honnêtement assez flemmard dans les blagues. Et qui est un truc qu'on retrouve, en fait, dans tous les plus gros succès au cinéma ces dernières années, même dans Star Wars, Avengers, tout ça. Enfin, l'humour méta, c'est devenu un peu de rigueur. Et donc là, on a envie de lui dire, tu réinventes rien, quoi. Ça a déjà été fait et mieux ailleurs. Et puis, pour les zombies, en fait, il apporte rien de nouveau au genre. C'est hyper décevant, quoi. Il y a un peu de gore, mais bon, pas tant que ça. Et en fait, on sent que, comme beaucoup de films souvent à Cannes qui frôlent le genre ou voilà. Qui touche du bout des doigts. Exactement, mais en fait, il neutralise tout le fun et tout l'intérêt du film de genre, quoi. C'est-à-dire qu'on a des zombies, mais honnêtement, on n'a aucun plaisir à regarder ce film de zombies comme on regarde d'habitude les films de ce genre-là, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur, on n'a pas non plus d'énormes surprises ou de chocs ou de catharsis un peu dans le rire, comme on pourrait avoir avec Evil Dead, par exemple. On a juste des scènes d'action un peu plates, un jeu d'acteurs. Alors j'imagine que c'était voulu, mais vraiment, on sent que même eux, ils sont pas trop là, quoi. Ils sont tous très deadpan pendant tout le film. Et donc, il y a vraiment un ennui total et puis ça réinvente rien, quoi. Donc, je pense qu'il faut enterrer le film de zombies un bon moment, là, parce que vraiment, j'espérais qu'il allait essayer de faire quelque chose de nouveau avec ça et pas du tout. Perrine. Même tant pas faire quelque chose de nouveau, c'est que je le trouve presque moqueur, en fait, vis-à-vis du genre. Et moi, c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au début, je me suis dit, oh tiens, c'est un petit peu marrant. Et en effet, l'humour méta, bon, allez, pourquoi pas. En même temps, c'est Jarmusch. Enfin, il y avait des blagues un peu à la Jarmusch. Moi, ça m'allait bien. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, ok, là, on se répète. Là, on se répète. Ah oui, d'accord. En fait, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Donc là, ça m'a vraiment un petit peu ennuyée. Et surtout, cette espèce de sensation de regarder le film de zombie en se pinçant le nez, qui m'a pas beaucoup plu, parce qu'à la fin, j'ai l'impression qu'il se foutait largement de la gueule de Romero, ce que je trouve pas normal, en fait. Au bout d'un moment, on aime pas, c'est pas la question. Mais dans ce cas-là, tu fais pas un film de zombie, et ça sert à rien d'avoir l'air de te moquer, en fait. Ouais. Donc, une sorte de parodie où on explique que les gens sont des consommateurs, etc. Tu fais, oui, ben c'est bon, enfin, Romero l'a fait il y a longtemps. Donc, ouais, c'est ça. Genre, le film de zombie comme métaphore sur les défauts de la société
société américaine et sur le consumérisme, c'est pas non plus Il y a révolutionnaire. quand même quoi. plusieurs scènes où on voit les zombies avec leur téléphone portable et dire Wi-Fi. Oui, Ça, non, c'est mais un peu voilà. la seule blague drôle du film. Non, si, il y a je trouve Chardonnay. ça horrible. Il y a C'est Chardonnay, vrai. personnellement, où Ouais. c'est un peu mon animal totem. Ouais. Mais sinon, j'avoue que voilà, ça m'a un peu ennuyé et je pense qu'il a la chance d'avoir un casting agréable qui rend le film supportable, en fait. C'est-à-dire que eux sont plutôt... Moi, je les trouve agréables. Et donc, ce qui fait que ça m'a fait tenir. Mais sinon, je pense que le film, personnellement, n'a littéralement qu'un intérêt très, très limité. Ouais, moi j'ai trouvé qu'en plus, non seulement il respecte, bon, clairement pas du tout le genre du zombie, mais en fait il respecte même pas le genre de la parodie. C'est-à-dire que Complètement. tout est fait un peu par-dessous la jambe. T'as l'impression que les acteurs, comme tu disais, sont pas là ou sont complètement désintéressés du truc. Bill Murray, on a vraiment l'impression qu'il est au fond du trou. Alors c'est quand même un très grand acteur. Et puis par ailleurs, c'est pas très beau, vraiment. Et ça, pour le coup. En général, c'est quelque chose qui sauvait un peu les films et même les plus ennuyants de Jarmusch. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment sans intérêt et c'est cynique aussi, je trouve, dans ce que tu disais, les blagues sur le Wi-Fi et les jeunes. On a trois personnages de hipsters qui viennent juste pour se faire dégommer. Ouais, c'est ça. En fait, on sentait vraiment le public pour lequel c'était fait et c'est vraiment ces jeunes avec leur téléphone portable et leur obsession du Wi-Fi. Triste, en fait. Moi, il m'a semblé j'ai l'impression d'avoir un Jarmusch bien déprimé, en fait. Quand je vois ça, je me dis, il va pas fort. Et puis en colère contre, je sais pas, la jeunesse, Internet. Enfin, c'est facile de faire une blague sur l'obsession qu'on a pour nos téléphones portables, quoi. Mais il en fait rien de plus que cette blague un peu rapide, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Et puis c'est très cynique. Et oui. Et du coup, on va enchaîner avec pour le coup un film de jeunes puisque c'est. Vous n'avez pas l'image, mais alors. On soupire. Je rame tout doucement. C'est aussi lent que les zombies de Jarmusch. Non, mais on enchaîne du coup avec Les Misérables de Lajli, qui est du coup un premier film français en compétition, qui, pour vous faire le pitch très rapidement, raconte l'histoire d'une unité de la BAC dans une cité à Montfermeil, dans le 93. Et forcément, ça tourne mal. Forcément. Non, mais en tout cas, c'est le sujet. C'est un film qui, pour le coup, repose sur... et paraît hyper contemporain, à tel point que ça s'ouvre sur des célébrations de la Coupe du Monde 2018. On est champion. On a ramené la coupe à la maison. Perrine, qu'est-ce que t'en as pensé ? Oui, t'as dit le mot exact, c'est hyper contemporain. Moi, je trouve que c'est assez rare dans le cinéma français, en réalité, qu'on s'intéresse à des problématiques qui sont en cours, en fait. On a tendance à parler de choses qui ont eu lieu, on a un regard un petit peu avec du recul, mais parler du vif du sujet, de ce qui est en train de se passer en France, c'est pas si souvent. Et le film de Lajli vient prendre un pouls. Littéralement, il prend le pouls d'une situation française, parce qu'en effet, ça se passe à Montfermeil, en effet, ça se passe dans le 93. Mais je trouve la grande force, notamment de ce film, c'est qu'il est beaucoup plus large que ça, en réalité. Il vient parler d'un vrai fait de société plus général, d'un gouffre où on a deux France qui ne s'écoutent pas, qui ne peuvent pas parler, qui sont dans une impossibilité de dialogue totale. Et je trouve qu'il le met en scène d'une façon percutante, parce que le film est ultra percutant. Il faut vraiment, c'est un film total, c'est un film entier. Il faut le voir du début jusqu'à la fin. On peut pas le regarder avec les yeux ou de manière sporadique, en allant faire du sport à côté ou en buvant, en allant faire du thé. Il faut vraiment le regarder en entier, parce que sinon on peut largement passer à côté du message. Il y a notamment un moment donné dans le film où on a très peur que ça s'arrête là, parce qu'on se dit, oh là là, si ça s'arrête là, c'est très dangereux comme propos. Il est en train de nous raconter un truc, et qui serait étonnant de la part de Lajli d'ailleurs, mais tout un truc sur la cité, ils sont compliqués, et les flics, ils sont très bien. Et finalement, il y a un troisième acte très fort, et qui se termine sur un stand-off incroyable. Stand-off, ouais, c'est un stand-off. En français, un face-à-face. Un face-à-face, un duel. Une confrontation. Mais non, parce que vraiment, je voulais dire, c'est quasiment du western, en fait. C'est-à-dire que ça se termine, on a un vrai face-à-face, un vrai stand-off, et qui nous explique, voilà, on en est là.
La France, elle en est là. Et je trouve que il y a des petits soucis de narration par moment, notamment le personnage de Damien Bonnard, qui est un très bon acteur. Encore une fois, d'ailleurs, les acteurs du film sont particulièrement spectaculaires. Mais Damien Bonnard est très bien, mais son personnage n'est pas toujours très bien écrit, pas toujours très très subtil. L'idée de ce gars qui débarque dans la BAC de Montfermeil, mais on peut passer outre ça parce que le fond du sujet et la mise en scène de Lajli est quand même pour moi ultra puissante. Anaïs? Ouais, je suis complètement d'accord. C'est une énorme claque. Et en fait, comme tu disais, c'est rare de voir un film qui est aussi contemporain, aussi moderne, mais qui en plus réussit à le faire très très bien, quoi. C'est-à-dire que c'est, à mon avis, très compliqué de raconter tout ce qui se passe en ce moment avec les violences policières, avec la question du flashball, notamment, dont on voit des articles qui en parlent tous les jours en ce moment. C'est très difficile de le raconter sans prendre parti de manière trop manichéenne et sans en fait résumer de manière un peu bâclée les problématiques. Et en fait, il y a une finesse dans l'écriture et l'interprétation qui fait que on est toujours un peu tiraillé, et en même temps, quand on arrive à ce stand-off final dont tu parlais, ce qui est très très fort, c'est que c'est donc les gamins de la cité qui ont le dessus dans la violence de cette scène, et pourtant on est toujours de leur côté. À aucun moment on se dit ça déborde, ça va trop loin, ou ces jeunes de la cité ils sont violents. Non, pas du tout. C'est vraiment un film qui réussit à nous mettre du côté de ces gamins-là et qui réussit à nous faire comprendre que la violence engendre la violence, quoi. C'est-à-dire que c'est des gamins qui sont comme cercle, et c'est tout le temps. Ouais, exactement. C'est des gamins de cité qui sont pas parfaits, mais qui sont des gamins et qui font que vouloir s'amuser, en fait. Et c'est des flics qui, en fait, dès le début, dans une des scènes les plus fortes, je trouve, du film, imposent une violence vraiment atroce quand ils font un contrôle d'identité, un arrêt de bus, sans aucune raison, enfin vraiment autre que pour humilier des jeunes filles qui sont là. Et en fait, on voit comment petit à petit, cette violence sourde des policiers, elle transforme les gamins de la cité en petits jeunes violents, alors que eux ils avaient rien demandé à personne, quoi. Et ça, c'est fait avec énormément de finesse, et en plus avec une réalisation, je trouve, qui est superbe, avec une énergie vraiment folle. C'est tout le temps en mouvement, en fait. La caméra arrête pas de tourner, de nous amener partout. Il y a des plans au drone qui sont hyper bien réalisés, et en fait on est complètement, on a le souffle coupé pendant tout le film, et quand on arrive à cette confrontation finale qui m'a un peu rappelé Dipan, mais qui a, je trouve, encore plus de force ici. On est vraiment, enfin moi j'étais très tendue, quoi, et je pleurais, j'en parlais à David, moi juste la tension m'a fait pleurer, en fait, parce que c'était tellement fort, ouais, c'est vraiment, on a besoin de souffler en sortant, quoi, parce que c'est d'une puissance folle, quoi. Ouais, c'est ce que je trouve intéressant, c'est quand Perrine, tu parlais de l'opposition entre deux France irréconciliables. C'est ce qui est vraiment important dans le film, c'est qu'il y a une opposition surtout entre les générations, aussi, ouais, et qui en fait qui tord complètement le côté manichéen, parce que parce qu'en fait c'est ça qui dépasse tout, et qui aussi finalement le film d'ailleurs se termine sur une citation de Victor Hugo dans des Misérables, et raconte un truc de ce à quoi on peut, enfin de ce qu'on risque de rater sur l'avenir de ce pays, en fait, en négligeant trop les jeunes et les enfants. Et là-dessus, je trouve le film assez pertinent. Après, moi, j'ai un petit problème avec le point de vue du film, qui narrativement se met du côté des policiers. Et même si je suis d'accord avec ce que tu disais, Anaïs, c'est-à-dire que dans les faits, très vite, même si le point de vue qu'on a, c'est celui des policiers, on se sent plutôt du côté des gamins. Il y a un truc qui, à mon sens, est un petit peu compliqué à appréhender, et parfois... en tout cas pour moi, a nuit à l'émotion et à mon implication dans le film. Ouais, je suis complètement d'accord. Et après, il y a un autre aspect que je trouve très intéressant pour le coup, c'est tu parlais des drones. Et ça dans les quelques films qui citaient explicitement, enfin qui faisaient figurer à l'écran des drones, j'ai toujours trouvé ça un petit peu artificiel. Il y avait notamment un film, le film d'ouverture l'année dernière d'Asghar Farhadi, dont j'ai oublié le titre. Il se passait un truc pendant un mariage. Everybody Knows. Everybody Knows, oui, voilà. Ouais. Et il y avait un drone dans le film qui était
complètement mal utilisé, utilisé de manière pas pertinente, alors que là, le drone est hyper important à la fois dans la mise en scène et aussi dans le récit. Et du coup, je trouve ça vraiment très très intéressant. Il y a du coup une compréhension à la fois des codes et des enjeux modernes. Donc on est quelque part par rapport au côté ultra contemporain dont parlait Perrine. C'est vrai qu'on est dans des choses qui sont vraiment l'actualité d'aujourd'hui et qui en fait malheureusement sont le quotidien en fait depuis 30 ans des situations dans ces cités, et en même temps je disais au tout début qu'il y avait Mathieu Kassovitz à la soirée, et le lien avec la haine il est à peu près évident, et en même temps c'est-à-dire que la problématique reste la même, et en même temps Les Misérables intègrent plein de choses qui ont changé et qui font que au-delà de la situation on est aussi dans quelque chose qui correspond à ce qui se passe vraiment en 2019, et je trouve ça assez intéressant et pertinent de ce point de vue-là. Perrine, ouais, tu voulais dire un truc. Oui, parce que on parlait de France qui ne s'écoute plus, de génération, de problèmes de génération, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il est en train de nous expliquer qu'on est arrivé à la fin d'un système. Il y a vraiment cette idée de système. On voit bien que dans la révolte des jeunes, qui est complètement justifiée en fait, cette révolte, parce que alors je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que on est du point de vue du récit, on est du point de vue de la police, mais on a ce personnage justement de Damien Bonnard qui est un petit peu un Candide en fait, d'une certaine façon. Il débarque un petit peu comme nous en fait, il est nous, et je trouve que d'avoir ce personnage là qui pour le coup est pas toujours très très subtilement écrit, finalement il aide beaucoup pour moi dans le récit, et c'est intéressant parce qu'il vient donner justement, pas dire alors il est pas non plus la caution not all the cops, quoi. Enfin, pas tous les flics, quoi. Il n'est pas non plus cette caution-là. Mais il y a un peu, ça flirte avec ça. Ça flirte avec ça, mais justement par le troisième acte, en fait, il vient nous expliquer que c'est pas ça non plus. Mais je trouve que justement, en fait, le film n'étant pas manichéen, il est plutôt malin. Mais justement, il parle de cette idée de système, c'est-à-dire que tout le monde est rentré dans un système. À la fois les flics dans cette violence, parce que eux subissent une sorte de violence et de pression aussi, et donc ils sont dans une violence. Et la violence qu'ils font engendre une violence à l'intérieur de la cité. Et derrière, il y a tout un réseau de personnes qui sont mis en place, d'aide, de soutien par rapport à la police, qui font tenir. Oui, c'est ça, il y a une politique interne à la cité. Il y a une politique interne, voilà. Il y a une sorte d'effet cocotte minute où on maintient la pression, mais ça tient, jusqu'au moment où ça va plus tenir du tout. Et les jeunes sont en train de dire, c'est bon, votre système là, qui nous étouffe, on n'en veut plus. Et je trouve que c'est... Et la puissance, pardon, je perds ma voix, mais la puissance avec laquelle il arrive à nous raconter ça et à nous faire adhérer à ça, et qu'on finisse par comprendre ce point de vue-là, moi je trouve que c'est vraiment spectaculaire. Spectaculaire. Anaïs, tu voulais dire un truc ? Non, je suis complètement d'accord avec toi sur le point de vue. Ça m'a un peu dérangé à quelques moments dans le film qu'on revienne toujours vers les flics, alors que clairement, j'aurais bien aimé qu'on passe encore un peu plus de temps avec ces gamins-là. Mais non, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Je trouve que c'est super film. Vraiment. Parce que c'est ce qui continue à m'interroger. Bon, il faut peut-être que le film mature encore un peu dans mon esprit, mais notamment sur la comparaison avec Dipan. Je trouvais qu'il y avait un truc, la comparaison elle se fait parce que notamment le troisième acte est très similaire, et puis il y a une manière de filmer la cité qui est un peu voisine, mais il y a quelque chose dans Dipan qui est à la fois plus traditionnel dans la manière de suivre un personnage, et qui, en même temps, pour moi, au bout du compte, me paraissait plus puissant, quoi, sur une ligne narrative de film de vengeance, en fait, avec l'arc narratif, c'est le même que les Rape and Revenge, où il se passe un truc au début qui est innommable. Bon, là, c'est pas un viol, mais qui ensuite appelle forcément des répercussions. Réponse, ouais. Là, on était sur Dipan, sur un truc qui est tout de suite plus investissant parce qu'on est collé au personnage. Et là, c'est à la fois intéressant parce que du coup, ça permet d'avoir une vision un peu omnisciente sur la situation, et qui rejoint la logique du drone d'ailleurs, d'avoir un regard très extérieur. C'est pas plus mal justement pour éviter d'être dans une sorte de parti pris. Donc en fait, moi je trouve le film peut-être d'un point de vue politique plus pertinent et plus intéressant, mais d'un point de vue purement cinématographique, je me suis senti un peu plus en retrait. Donc c'est peut-être un film qui est plus cérébral, ou qui à la fois a l'effet effectivement,
l'expression qui vient tout de suite, tu disais Anaïs, la claque, quoi. C'est un truc voilà, qui te secoue et qui te dit attends, mais ça devient insupportable. Ouais, on t'a pris par les épaules, on a fait t'as compris. Et en même temps, je pense que il y a un truc où voilà, ça aurait peut-être pu être plus puissant. Et après, moi j'ai une dernière. Plus puissant, moi je. Tu défailles. Je m'effondre, quoi. Je m'évanouis dans la salle de cinéma. J'ai une dernière réserve sur le film qui m'a un peu laissé de côté, c'est la patte court-métrage. Donc en fait, Ledgely fait partie de ce collectif et il avait fait des courts-métrages, un faux documentaire, etc. avec ce collectif. Qui notamment il y a et ce film-là est d'ailleurs adapté d'un court-métrage. Et oui, voilà, c'est la prolongation d'un court-métrage qui s'appelait déjà Les Misérables qu'il avait réalisé. Et en fait, il y a une esthétique et une approche qui, pour moi, est presque, en fait, depuis le temps, devenue presque cliché. Et il y a des moments où je me dis je l'ai déjà vu et revu dans leur style. En fait, honnêtement. Ouais. Je le sens pas trop là dans Les Misérables, pour être honnête. Je sens moins la patte court-métrage dans Les Misérables que je peux la sentir chez Gavras, par exemple. Ouais, c'est vrai. Alors, on enchaîne sur un autre film. On change complètement d'horizon et on part au Brésil, on part dans le Pernambuco, la région de Juninho Pernambucano. Et on est sur le 3e film de Kleber Mendonça Filho qu'il co-réalise. Alors en plus, j'ai pas noté, j'ai pas le nom sous les yeux. Avec Juliano Dornelles qui était je crois son décorateur sur ses films précédents. Et alors d'après le pitch, on est dans un futur proche, dans un village complètement coupé du monde au Brésil, qui littéralement n'est pas sur la carte. Et on... Qui n'est plus sur la carte. Qui n'est plus sur la carte, oui, c'est vrai que la nuance est importante. Et donc c'est quelque chose qui est discuté dans le film. Et on est avec ses habitants qui, au début du film, enterrent une vieille dame et vont se retrouver la cible de gringos malfaisants. Et on part dans un film de genre à la Assaut complètement hallucinant avec... des soucoupes volantes, des trucs très bizarres. Perrine, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Oui, le Assaut, la référence est totalement vraie, puisque de toute façon, Mendoza ne se gêne pas du tout pour citer Carpenter, puisqu'il y a carrément un magasin dans le film qui s'appelle Joao Carpintero. Donc là, tu fais OK, j'ai compris. Et donc, pour le coup, tout à l'heure, on parlait de The Dead Don't Die avec Jarmusch qui vraiment avait l'air de toucher au film de zombies en se pinçant le nez, et avec ce côté Cannes touche au film de genre. Et là, pour le coup, Mendoza et donc les Dornelles ils vont plus franchement. Mais au début, parce que moi, ce que j'aime bien dans le film, c'est honnêtement, sur la première heure, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Enfin, mais où on va avec vos conneries ? Je disais genre, mais je comprends pas, c'est quoi ce film ? Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, et sur la deuxième heure aussi, d'ailleurs. Sur la deuxième heure, on est un petit peu plus franc du collier, mais sur la première, j'étais genre... Et en fait, j'ai adoré cette sensation d'être complètement perdue, parce que je ne pouvais littéralement pas imaginer le next move. Pas du tout. Enfin, pourquoi je parle toujours de l'anglais ? C'est super chiant. Je pouvais pas du tout imaginer ce qu'elle allait enchaîner. Et j'ai adoré cette sensation de perte de ma part. Et la deuxième partie, pour le coup, qui donc va beaucoup plus directement dans le cinéma de genre, c'est beaucoup plus gore, c'est beaucoup plus violent. Elle m'intéresse un peu moins en fait en réalité, parce que je trouve que pour le coup, alors même s'il y a une charge politique assez forte encore une fois sur les occidentaux et particulièrement les blancs qui arrivent et qui s'approprient des choses et qui viennent tuer les cultures, bon moi je l'entends, mais je trouve que pour le coup pas que les occidentaux d'ailleurs, aussi sur la politique brésilienne. Oui, sur la politique brésilienne bien sûr, enfin sur les gens de pouvoir, de toute façon à partir du moment où il y a du pouvoir, c'est forcément corrompu et sale et ça tue, mais donc enfin. Et l'idée qu'il faut se rebeller, etc., finalement, on peut trouver une relation avec Les Misérables un petit peu de loin. Mais finalement, c'est là où il m'intéresse peut-être le moins, cette deuxième partie, parce qu'elle est je trouve,
finalement pas totalement assumé dans son truc violent, dans son gore. Je me suis un petit peu moins... elle était beaucoup plus prévisible. Les discours des personnages, des gringos en particulier, du Dokir et tout ça, m'ont un petit peu ennuyé. C'était, pour le coup, j'avais une sensation de déjà-vu assez fort alors, je dis pas qu'il y a plus rien à créer, hein. Enfin, je sais pas, c'est pas ça. Bien sûr que on a le droit de citer ou de refaire des choses similaires, mais là, pour le coup, j'ai eu l'impression de voir un copier-coller de beaucoup d'autres choses, de films de série B que j'ai dû voir dans 20 millions de festivals. Et voilà, ça m'a un petit peu plus ennuyée, alors que la première partie, très déroutante, m'a beaucoup plus intéressée. Anaïs ? Ouais, bah en fait, c'est vrai qu'il y a eu un peu une dissonance de ton. Au début, comme tu dis, on se rapproche plus des films précédents de Mendoza, où on se dit c'est un portrait du Brésil, c'est vraiment... on découvre un peu une société qu'on connaît pas très bien, on a un peu l'impression de lire un guide du routard, mais on est bien, quoi. Et après... Il y a ce moment où ça vrille un peu et on se redresse dans son siège et comme tu disais Perrine, on se dit oh là je sais plus du tout où ce film emmène, mais du coup il y a un côté très excitant. Mais le film essaye de mélanger ces deux tons, donc ce ton plus commentaire social et un ton d'action à la limite de l'horreur, enfin franchement dans le film d'horreur avec ces personnages. J'ai raté l'avion en gore, quoi. Ouais, avec ces personnages américains de mercenaires un peu qui se mettent à tuer tout le monde. Mais je trouve que, en fait, le problème, c'est qu'il y a vraiment... ces deux tons sont pas du tout réconciliés dans le film. Et pour moi, c'est un peu le seul problème. On sent que, en fait, quand il a dû écrire en anglais, je pense, pour des personnages qui parlent peut-être pas de sa langue natale... il n'y a plus du tout la finesse dans les dialogues ou dans la caractérisation qu'il peut y avoir pour le reste des personnages qui sont brésiliens, justement, où on a vraiment des énormes caricatures dans les personnages. Tarantino, c'est la jurisprudence en français. Tu parles dans Inglourious Basterds. En français, ça sonnait pas très très bien. Ouais, c'est ça. C'est que souvent, quand un réalisateur s'aventure dans une langue qui est pas la sienne, parfois ça marche et parfois ça marche pas du tout parce qu'on sent que l'écriture manque de finesse. Et là, je trouve que c'est complètement ça. Donc, effectivement, ces personnages de gringos sont un peu décevants parce qu'ils sont très caricaturaux, quoi. Mais en même temps, moi, j'adore être dans un film et me dire oh là là, attends, je pensais que j'allais voir un truc et en fait, c'est pas du tout ça. Et vraiment me redresser dans mon siège et me dire ok, là il faut que je prête attention parce que là je peux plus du tout rien prévoir, quoi. Et je suis peut-être folle, mais ça m'a un peu rappelé Audition, le film d'horreur, où enfin moi quand je l'ai vu, je savais qu'il y avait ce twist un peu de deuxième partie qui vire dans l'horreur, et donc ça m'avait un peu gâché le plaisir parce que je pense qu'une grande partie de la découverte d'Audition, c'est de justement pas savoir que ça va virer comme ça. Et là en fait je me suis dit est-ce que c'est ce que les gens ont ressenti en regardant Audition sans savoir ce qui allait se passer, ou vraiment on a une deuxième partie qui vrille totalement et on est complètement à la merci du film, mais de manière hyper agréable, quoi. Moi j'ai adoré ça, ce sentiment de perte, comme tu disais Perrine. Mais c'est vrai que quand on pense à ces précédents films, donc que ce soit les bruits de récif et Aquarius, il y avait déjà la bizarrerie et le fantastique qui couvaient, mais de manière beaucoup plus étouffée. C'était pas des tout petits moments, enfin dans les bruits de récif. Très poétique, quoi. Ouais, mais surtout, c'est-à-dire que l'essentiel du film, on est dans une sorte de réalisme social. On décrit une situation en plus urbaine, donc on est dans un univers très différent de ce qu'on voit là sur Bacurau. mais on était, mais quand même, voilà, par petites touches. Et par exemple, dans les bruits de récif, il y avait des plans hyper courts et qui cutaient à un moment de manière hyper bizarre, et ça participait à l'ambiance très étrange du film. Et là, moi, je trouve très intéressant le fait que presque il est basculé, c'est-à-dire que là, il laisse pleinement éclater son envie de faire du film de genre et de le traiter comme tel, de garder en même temps un certain humour. Le film est assez drôle par moments, et dans la manière dont il traite ses personnages, je trouve que c'est assez efficace et puissant. Moi, j'ai pas été si gêné que ça par les personnages américains, parce que en fait, effectivement, c'est des caricatures, mais ils sont traités comme tels, et c'est quelque chose qui, je pense, est plutôt efficace dans la partie genre.
Et c'est assez rigolo en fait la manière dont ils sont présentés et traités. Et puis quand ils se font exploser la tête, du coup on est très content. Ouais, et voilà, oui. il y a des Juste trucs. pour qu'ils se taisent. Et du coup dans le gore et dans ces moments-là, bah il se retient pas trop et ça marche pas mal. Après le film peut-être a des longueurs, notamment dans l'exposition. Effectivement, c'est que au-delà du fait qu'on comprend pas trop où ça va, bah c'est pas forcément hyper captivant et hyper intéressant tout de suite. On a besoin d'avoir quelque chose à quoi se raccrocher et ça tarde un peu à arriver. Et voilà, mais il y a quand même toujours une manière de réussir à transposer, je pense, des enjeux effectivement très politiques et d'en faire vraiment des sujets de cinéma, d'en faire quelque chose qui est concernant parce que ça transcende complètement le simple exposé idéologique. On est voilà, avec des vrais personnages, des vrais enjeux il faut survivre. En fait, on est dans un film qui évidemment renvoie à Carpenter, mais à travers Carpenter renvoie en fait au western. On est clairement là-dedans. Le petit village qui se fait attaquer, c'est un motif récurrent du western. Et c'est hyper riche, quoi. Je pense que c'est un film pareil qui va faire un peu son temps dans nos têtes dans le festival. Et pour moi, tout n'est pas réussi dans ce film. Et c'est marrant, moi je trouve qu'il y a plus de longueur dans la deuxième partie que dans la première, où je trouve l'exposition en fait sublime parce que les décors sont tellement beaux et l'atmosphère de ce village est tellement agréable que vraiment juste on a envie de découvrir chaque recoin du village. Et ouais, voilà, mais du coup, moi je m'y sentais bien, quoi. Et c'est plutôt dans la deuxième partie où là, je trouve qu'ils auraient pu couper 2-3 trucs. Mais en fait, je trouve que même si tout n'est pas réussi, il fait une proposition dans une revisite justement de genre qu'on connaît, qui est beaucoup plus forte, par exemple, que Jarmusch avec The Dead Don't Die, qui nous fait du réchauffé. Et là, en fait, il y a une ambition et il y a une originalité qui sont vraiment louables et qui, moi, me donnent envie de pardonner un peu tous ses défauts, quoi. Il y a un truc aussi que je trouve intéressant dans la photo. Qui se perd un peu au cours du film, mais que je trouve hyper intéressant dans les premières scènes. On a une sorte de photo, un peu de la peinture à l'huile. On est sur des bleus et des verts un peu brillants qui sont très beaux, qu'il a du mal à retrouver dans les scènes dans le village parce que déjà le village est moins coloré, il y a moins d'éléments comme ça, mais ça fonctionne. Il y a ce côté un peu patiné aussi qui est un peu marrant. Enfin, je trouve qu'il y a un truc où on a l'impression de regarder une vieille carte postale. Je sais pas comment expliquer. Exactement. C'est assez agréable. C'est très original en fait d'un point de vue cinématographie et ça. Voilà, pour rien que ça, une recherche esthétique comme ça, c'est intéressant. Et petite info, je vous ai spoté sur la croisette. Kléber Philomène-Dossa était à la masterclass de John Carpenter hier. D'accord. Parce que c'est son réalisateur préféré. Ah oui, donc il était hier et donc c'est bien de voir que entre réalisateurs, ils sont fans. Carpenter qui lui n'est pas fan de Cronenberg. Visiblement. Et Shade. Voilà, alors on va avant de terminer, on va évoquer très rapidement quelques-uns des autres films qu'on a vus, notamment Le Dain de Quentin Dupieux. Anaïs, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai trouvé que c'était vraiment pas mal du tout. Raconte rapidement de quoi ça parle. Ouais, donc comme souvent chez Dupieux, il y a un peu un fétichisme autour d'un objet. Donc là, c'est une veste. Alors eux, ils appellent ça un blouson, ce que je trouve pas très sémantiquement discutable. Voilà, exactement. Mais bon, ok, on va dire que c'est un blouson, mais bon, c'est une veste en daim. C'est usurpé comme terme. Et donc on démarre avec Jean Dujardin, qui est ce personnage complètement loufoque et qui a l'air un peu débile. Il sait même pas ce que c'est un monteur, par exemple, d'un film. Enfin, et parfois il comprend pas des choses très simples qu'on lui explique, et qui a une fascination pour le daim. Et donc dès qu'il voit un objet en daim, un vêtement ou un accessoire en daim, il perd la boule, quoi. Il est là, oh putain, c'est incroyable. Et donc en fait, il devient obsédé par cette veste en daim qui commence à lui parler. Enfin, en tout cas, lui, il s'imagine des dialogues avec cette veste, et il commence à avoir comme objectif de détruire tous les autres blousons
Ouais, pour que ça soit le seul blouson du monde, quoi. Voilà. Et donc, ça part assez vite dans l'horreur. On n'est pas obligé de dire voilà, exactement ok. ce qui se passe, mais ouais, effectivement, on ça coupera bascule. les spoilers. Mais voilà, ça bascule un petit peu. En même temps, c'est court. J'adore les films courts. 1h17, c'est parfait. Merci. Et vraiment, il y a une galerie de personnages. Donc, il y a Adèle Haenel qui devient un peu la complice du jardin, qui est hyper bonne aussi. C'est vraiment... c'est drôle, c'est loufoque, c'est original, c'est très efficace. Pour moi, c'est juste un petit film parfait, quoi. Ah ouais, carrément. Petit film parfait. J'ai vraiment rien à... Je pense que j'ai rien à lui reprocher. En fait, c'est ça, c'est ce qui est... Moi, j'ai l'impression que c'est un peu du Dupieux light, où généralement, dans ces films qui sont sur un format plus classique de 1h30 ou plus, il y a le point de départ très absurde, et puis au bout d'un moment, il faut qu'il aille plus loin. Et en fait, là, il a complètement élagué ça. Donc, on est presque plus dans une idée de court-métrage gonflé pour arriver à un peu plus d'une heure. Ce qui fait que, effectivement, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à acheter dedans. Il n'y a pas non plus le moment où moi, parfois c'est mon problème avec Dupieux, il finit par me perdre, où je me dis ça va, en fait ça m'intéresse plus. Là on n'arrive pas à ce point parce qu'il reste sur quelque chose de très simple, très concis et bien tenu, et essentiellement aussi porté par le duo d'acteurs, hein, Dujardin et Haenel sont effectivement très bons, ils ont un timing comique parfait, tout fonctionne bien de ce point de vue-là. Mais en même temps, moi, je reste un peu sur ma faim. C'est-à-dire que voilà, j'ai vu le film. Pour le coup, ça va pas beaucoup me travailler. Je passais plutôt un bon moment, mais c'est. C'est ça, mais je pense que pour moi, c'est le rôle de ce film-là. C'est bien d'avoir des films qui vont nous travailler et qu'il faut vraiment digérer longtemps, comme Bacurau. Et c'est bien d'avoir des films qui se consomment un peu d'une traite et qui font un bon effet, mais qu'on n'a pas forcément besoin de digérer très longtemps, quoi. Et pour moi, ce film, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je dis petit film parfait, parce que j'ai passé un super moment et en même temps, j'ai pas l'impression non plus que c'est superficiel. Je trouve que ça fait vraiment le taf nécessaire et que ça va pas trop loin ou pas assez loin, quoi. Et en plus, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est tourné donc dans cette petite ville ou ce petit village de montagne. Et en fait, j'aime beaucoup la manière dont il a retranscrit cette atmosphère. Ouais, ça, si vous avez passé un peu de temps dans des petits villages de montagne en France où c'est un peu désert et il y a la salle de cinéma où genre il y a trois personnes qui vont et tout le monde se connaît et c'est un peu bizarre, en fait je trouve que là c'est filmé d'une manière hyper juste et qui retransmet un peu tout l'aspect un peu glauque de ces villages là, quoi. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Et donc, ça, c'était le film qui ouvrait la quinzaine des réalisateurs, donc une section parallèle. Et j'ai vu 2 autres films qui étaient à un certain regard, donc là, qui fait partie de la sélection officielle, mais à côté, on va dire. Et c'est 2 films de réalisatrices. Il y avait La femme de mon frère, de Monia Chokri, qui est une des actrices de Xavier Dolan. Elle joue notamment dans Les Amours imaginaires, qui réalise son premier film, qui est une comédie sur une trentenaire un peu dépressive qui est jalouse de la copine de son frère avec lequel elle a une relation très fusionnelle. Et alors ça fait beaucoup penser au cinéma de Xavier Dolan. Il y a de l'accent québécois coupé au couteau et puis des montages musicaux, des scènes. Donc le public de Xavier Dolan, plutôt, je dirais justement époque Les Amours imaginaires, qui est pas du tout ce que je préfère chez Dolan. En tout cas, le public qui aime ça va se retrouver pas mal là-dedans. Il était d'ailleurs dans la salle hier à la présentation. Soutenir sa copine, sa pépite. Et voilà, donc c'est un film qui est pas... que j'ai pas trouvé très étonnant, qui correspond à ce qu'on peut s'imaginer en voyant les forces en présence, qui en même temps traite
traite plutôt bien son sujet et son personnage, qui avec une actrice dont j'ai oublié le nom, l'actrice principale, mais qui voilà, incarne parfaitement ce personnage finalement un peu classique de la trentenaire. Mais qui était aussi dans Les Animaux Imaginaires. Oui, c'est possible. Elle était aussi, je me souviens parce qu'elle avait une réplique sur Amazon dans Les Amours Imaginaires. Enfin, je me souviens plus laquelle, mais il y avait une réplique sur Amazon qui m'a fait marrer. Donc, elle était dedans. Et un autre film, alors je sais plus si l'une de vous l'a vu, qui était aussi un Bull, certain moi, regard, je l'ai Bull d'Annie Silverstein, qui là, pour moi, est un film aussi un petit peu attendu quand on connaît les Forces en présence. C'est un premier film américain qui, pour moi, tombe un peu dans les travers, dans les clichés du film indé un peu misérabiliste. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui fait des conneries chez son voisin et qui va se retrouver embarquée à bosser dans le rodéo pour se faire pardonner. Du coup, t'en as pensé quoi, Anaïs ? Justement, moi, je trouve pas du tout que ça tombe dans le misérabilisme. Je trouve que c'est un récit qu'on a déjà vu plein de fois, notamment dans Alf Nelson, par exemple, où c'était quasiment la même histoire avec Ryan Gosling. Mais bon, il y en a eu plein. The Rider, l'année dernière, de Chloé Zhao, qui parle aussi du milieu du rodéo et de ce que ça nécessite et de la violence que ça engendre, était vraiment sublime pour le coup. Donc, on n'est pas vraiment surpris par le récit, qui est un récit initiatique assez classique. Par contre, moi, je trouve que justement, il tombe pas trop dans des clichés. Déjà, c'est un personnage féminin, je trouve, qui a une grande autonomie dans le film et qui a plusieurs scènes où en fait elle dit ce qu'elle veut faire et ce qu'elle ne veut pas faire, avec beaucoup d'assurance, et je trouve que ça c'est vraiment quelque chose d'assez rafraîchissant. Ça m'a rappelé un peu ce que j'avais aimé dans American Honey, c'est-à-dire qu'on a un point de départ assez classique, effectivement, d'une fille qui vit un peu dans la misère et qui se retrouve confrontée à plein de problèmes assez classiques de maltraitance, d'abus sexuels, de pauvreté, etc. Sauf que en fait voilà, fun. La tête de Perrine. Sauf qu'en fait, elle tombe dans aucun de ces travers-là, justement. Alors qu'un moindre film l'aurait fait traverser toutes ces épreuves, là, en fait, il y a pas, justement, il y a un moment où il y a un personnage qui dit à cette jeune fille, tu devrais aller tailler des pipes aux mecs dans les rodéos, tu gagneras de l'argent. Et en fait, un moindre film l'aurait effectivement fait faire ça. Et elle ne le fait pas, elle lui dit, non, en fait, j'ai pas envie d'aller tailler des pipes à des mecs au rodéo, et c'est fini. Et en fait, je trouve que justement, on échappe un peu à tous ces points d'intrigue hyper misérabiliste où on l'aurait vu être soumise à des scènes de violence beaucoup plus dures, et il y a vraiment un sentiment d'autonomie et de consentement hyper fort où elle veut se lancer dans le rodéo, elle essaye, la première scène où elle en fait est hyper forte, et puis la deuxième fois en fait elle dit non, j'ai plus envie, et elle le fait pas. Et je trouve qu'on est toujours avec ce personnage qui subit pas, contrairement à beaucoup de films similaires où en fait le personnage féminin va vraiment subir. Donc ça, j'ai trouvé ça très réussi. Et aussi, il y a une dimension raciale qu'on trouve pas souvent dans ce genre de films, et notamment dans les films de rodéo, quoi, où on imagine toujours des rednecks, ou en tout cas des personnages blancs du sud des États-Unis. Et là, en fait, on va dans le black rodéo. Donc en fait, son voisin, il est noir, et il participe à des rodéos où tout le monde est noir. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on n'a pas souvent vu au cinéma. Et donc rien que pour ça, je trouve qu'on échappe un peu à, comme tu dis, tous les travers qu'on peut retrouver dans ces films assez attendus. Moi, c'est là où je trouve le film cliché, c'est plus d'un point de vue esthétique. C'est-à-dire que j'ai du mal à... Et c'est là que, pour le coup, je trouvais American Honey très fort, c'est qu'il y avait une proposition esthétique qui je trouvais très originale, etc. Là, on est... Enfin, voilà, du point de vue de la mise en scène, de la manière dont c'est tourné, voilà, dans les canons esthétiques du film Sundance. Mais effectivement, il y a pas mal de choses originales dans la manière dont c'est traité. Et puis sur l'esthétique, quand même, les scènes de rodéo, je trouve, sont quand même très très bien réalisées. Et le reste est effectivement assez classique, mais je trouve que on est vraiment, on sent la tension, quoi, dans ces scènes-là. On sent vraiment la violence du sport, et ça, je trouve que c'est quand même très réussi. Sur ce, on va s'arrêter là pour une émission bien riche, bien dense. On se retrouve a priori dans 2 jours. Merci Perrine, merci Anaïs, merci à tous d'avoir écouté cet épisode.
Et puis, merci à Camille, à Juliette, à Quentin pour la prod et le son. Retrouvez-nous pendant tout le festival sur binge.audio, Apple Podcasts et toutes vos applis de podcast. À très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.